L'implication des multinationales françaises en Algérie est absolument colossale et c'est ce qui explique le silence des autorités françaises à l'endroit des violations des droits de l'homme en Algérie. Depuis 2013, je me suis engagé dans la vie politique algérienne après avoir renoncé à ma nationalité française. C'était le 14 juillet 2013. D'ailleurs, je suis le seul à avoir renoncé à la nationalité française et avoir remigré en Algérie, car je suis né en France. Donc, je voulais commencer par cela. Et depuis, je suis devenu, en à peine 6 mois, le principal opposant politique du régime. J'ai organisé, par exemple, entre 2014 et 2019, 157 manifestations anticorruption, aussi bien en Algérie qu'en France, en Suisse ou aux États-Unis, contre les dignitaires du régime algérien. Donc, je suis devenu l'homme à abattre du régime algérien. Car évidemment, ça m'a coûté 443 jours de prison, 5 années de résidence surveillée, car je suis le seul opposant qui n'a pas peur du régime. J'ai essayé d'être candidat 2 reprises en 2014 et en 2019, et j'étais le seul qui a affronté directement les dignitaires du régime. C'est à cause de moi que les plus grandes personnalités du régime Bouteflika se sont retrouvées en prison, car j'ai dévoilé leurs biens mal acquis, notamment à l'étranger, en France ou en Suisse ou en Angleterre ou en Espagne, et aucun autre ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le régime algérien est un régime qui fait peur à tout le monde. Il fait peur à la fois au peuple, mais il fait peur aussi aux opposants. Je n'ai absolument pas peur du tout de ce qui peut m'arriver en Algérie. Je vous donne un exemple, 443 jours de prison, 850 jours sans voir ma famille, des tentatives de meurtre, 120 arrestations, 4 procédures judiciaires. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et c'est ça qui interpelle le régime algérien, qui ne sait plus comment me gérer. J'ai 15 policiers devant la maison depuis 5 ans. C'est un non-sens. L'État algérien a dépensé 690 000 euros depuis 5 ans, rien que pour me surveiller. Donc je n'ai pas peur. Et le fait de ne pas avoir peur, c'est ce qui embête le plus le pouvoir, on va dire, dictatorial algérien, c'est que avec moi, il y a tout un peuple qui n'a plus peur aujourd'hui. Donc la situation est devenue ingérable politiquement pour le régime algérien. Et c'est une bonne chose, à condition d'avoir un discours qui est toujours basé sur le pacifisme, la légalité, l'esprit démocratique et évidemment une notion de combat civilisé. 96% des revenus en devises de l'État algérien viennent du pétrole et surtout du gaz. Le régime algérien n'a absolument aucune confiance à l'égard de son propre peuple et le peuple algérien n'a absolument plus aucune confiance non plus à l'égard de son régime. Ce qui veut dire que le régime s'est complètement fermé sur lui-même avec ses partenaires étrangers, notamment les partenaires pétroliers comme Total, Eni, British Petroleum, Anadarko l'américain, ou les partenaires gaziers comme Repsol l'espagnol ou Engie le français. Donc il y a un accord entre l'État algérien et ses multinationales sur le dos du peuple algérien. En Algérie, le discours officiel, c'est de dire qu'on n'a aucun contact, ni politique, ni économique, avec l'État d'Israël. Donc ça fait partie de la doxa du régime algérien. Dans mon rôle d'opposant au régime algérien, je voulais démasquer cette supercherie du régime algérien en apportant des preuves que l'État d'Israël possède indirectement, au travers de la compagnie américaine Carlyle, 65% du gaz dans le désert algérien, dans la ville d'Adrar. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour dire au pouvoir algérien
qui a justifié l'interruption des relations diplomatiques avec le Maroc au motif que le Maroc a établi des relations diplomatiques avec Israël. Donc j'ai prouvé à l'opinion publique algérienne que le gouvernement algérien est en train de mentir car lui-même entretient des relations économiques avec l'État d'Israël de façon indirecte. En clair, l'argument avancé par le pouvoir algérien pour rompre les relations diplomatiques avec le Maroc depuis le 24 août 2021 était un argument fallacieux car l'Algérie elle-même entretient des relations économiques avec Israël. Lorsqu'il y a eu les accords d'Évian, donc entre le 6 et le 18 mars 1962, la France s'est engagée à quitter le territoire algérien et à accorder l'indépendance à l'Algérie, alors qu'il y avait 1,5 million de martyrs algériens, à condition de garantir les intérêts énergétiques de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France doit avoir la moitié du gaz et du pétrole algérien. Et c'est ce qui se passe depuis 1962. Je vous donne un exemple. Dans la ville d'Adrar que j'ai citée, donc il y a un gisement de gaz où Engie, donc la société française, possède 65% de ce gaz jusqu'en 2043. Un autre exemple, Engie à Illizi, donc c'est à la frontière libyenne, possède 20% du gaz. Je vous donnerai un autre exemple. Total possède l'équivalent de 50% de la production annuelle de pétrole en Algérie, notamment au travers de l'énorme gisement de pétrole à Hassi Berki, dans la région de Hassi Messaoud. Donc, ça représente, par exemple, rien que sur ce site site pétrolier, 400 000 barils jour, alors que la production nationale de l'Algérie est d'1 million. Donc, l'implication des multinationales françaises en Algérie est absolument colossale et c'est ce qui explique le silence des autorités françaises à l'endroit des violations des droits de l'homme en Algérie. Aujourd'hui, par exemple, il y a toujours 333 détenus politiques en Algérie et silence radio de Paris. Donc on voit bien que les intérêts énergétiques sont supérieurs à des considérations droits de l'homme. La complicité entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, elle est totale. J'explique dans le livre, par exemple, que j'ai été condamné par la justice française à 18 mois de prison ferme avec un mandat d'arrêt international. On avait demandé donc un report de ce procès et le juge a refusé au motif que je me cacherais en Algérie. Donc vous voyez comment j'ai été bloqué. L'Algérie a noirci mon casier judiciaire afin que je ne sois plus en mesure d'être candidat à une élection politique, que ce soit municipale, législative ou nationale. Et la France a fait en sorte que je n'ai plus le droit d'exercer aucune activité commerciale afin de me couper l'herbe sous les pieds, notamment sur le plan financier. Donc vous voyez, d'un côté, on me bloque politiquement, c'est l'Algérie, et de l'autre côté, on me bloque financièrement, c'est la France. Donc la complicité est directe. Pourquoi? Car je remets en question les intérêts pétroliers et gaziers de la France en Algérie. Le 9 décembre 2021, j'ai été condamné à 18 mois de prison ferme à cause de la gendarmerie nationale de Créteil qui a exercé des menaces de poursuites judiciaires ou militaires à l'endroit de locataires d'immeubles que je gère afin de porter plainte contre moi. Et c'est exactement la même méthode qui a été utilisée en 2014 lorsque j'étais en Algérie et j'ai été condamné par défaut, c'est-à-dire que j'étais en Algérie en pleine campagne présidentielle et à ce moment-là, on m'a jugé. Et donc, il s'est passé exactement la même chose en 2014 qu'en 2021. Donc, j'ai été condamné par défaut. Vous savez, je gère plus de 1000 appartements et c'est sur la base de 2 studios où il y a eu un incendie qu'on m'a qualifié de marchand de sommeil. Donc, vous voyez, c'est fort en chocolat.
Donc, on voit que c'est la même méthode qui a été utilisée. Et qui était à l'initiative de cette opération? C'est un général, qui était le chef, le directeur de la gendarmerie nationale française, qui est devenu en 2016 le directeur de sûreté de la multinationale Total que je combats depuis 2014, notamment pour l'exploitation du gaz de schiste dans le désert algérien. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc c'est une véritable cabale qui a été dirigée contre moi et à chaque fois, ce sont des condamnations par défaut, ce qui veut dire que je n'étais pas en France, donc je n'ai pas pu me défendre, ni en première instance, ni en deuxième instance, car je n'ai jamais reçu le jugement. Deuxième élément, pourquoi j'étais fiché S? La France m'a fiché S à la demande du gouvernement algérien, donc à l'époque de la dictature de Bouteflika, afin de surveiller toutes mes allées et toutes mes venues. Pour les parrainages, je n'ai pas été critiqué. Je vous explique. En mars 2012, j'ai organisé une opération de communication pour démontrer que n'importe quelle personne qui a de l'argent peut présenter n'importe quel citoyen en vue de sa candidature à l'élection présidentielle. Donc en mars 2012, j'ai acheté 41 parrainages, notamment et essentiellement pour des femmes candidates, comme Marine Le Pen, Corinne Lepage, Cindy Lee. Je voulais ridiculiser le système des 500 parrainages nécessaires en vue de la validation d'un dossier de candidature à l'élection présidentielle. Et à l'époque, le président du Conseil constitutionnel, donc Jean-Louis Debré, ça ne lui a pas plu. Qu'a-t-il fait? Il a porté plainte contre moi et j'ai été emprisonné pendant une semaine à la prison de Fresnes. J'ai été placé sous contrôle judiciaire pendant 8 mois et on m'a retiré mon passeport à ce moment-là. Et c'est suite à cette mésaventure que j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française le 14 juillet 2013. Donc, j'ai pas eu de problème avec les parrainages en tant que tels, mais Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, n'a pas apprécié qu'un immigré algérien se permette de ridiculiser la constitution que son défunt père, Michel Debré, avait rédigée en 58. En France, quand on s'appelle Jean, Marie, ou Eric, on a le droit d'être un militant des droits de l'homme dans le monde entier, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Mais quand on s'appelle Rachid, on n'a pas le droit d'être un militant des droits de l'homme et de la femme. Vous savez, j'ai étudié l'histoire et la philosophie à la Sorbonne. J'ai toujours été proche de la philosophie de Voltaire, qui disait la chose suivante, même si je ne partage pas tes idées, je me battrai jusqu'à la mort afin que tu aies la possibilité de les exprimer. Donc, je suis un vrai militant des droits de l'homme et de la femme. Donc, je défends aussi bien la liberté des femmes de porter le niqab en Europe que la liberté des femmes musulmanes de ne pas porter le voile au Soudan, en Algérie, en Arabie Saoudite ou en Iran. Par exemple, le 8 mars 2018, je m'étais rendu donc à Téhéran, en Iran. J'avais rencontré une avocate extrêmement courageuse qui s'appelle Maître Nesrine Sotudet. Et ensemble, nous avons réussi à faire libérer 29 femmes de prison. Pourquoi? Parce qu'elles avaient ôté leur voile sur la place publique. Mais malheureusement, 3 mois plus tard, cette brillante et courageuse avocate a été condamnée en juin 2018 à 32 années de prison. Donc, je profite de mon statut de défenseur de la liberté des femmes en Europe pour défendre aussi les femmes qui sont victimes d'oppression ou d'injustice au Soudan, en Iran, en Arabie Saoudite ou en Algérie. J'ai même défendu la famille Moulin-Fournier, qui était prise en otage à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, en avril 2013. Et c'est grâce à mon statut de défenseur de la liberté de la femme musulmane en Europe que j'ai pu négocier avec un groupe proche de Boko Haram pour les faire libérer. Donc, je n'ai pas une philosophie des droits de l'homme à géométrie variable en fonction du continent ou de la sphère culturelle dans laquelle j'évolue. Depuis que l'État algérien ou la justice algérienne a noirci, moi je dis goudronné mon casier judiciaire, je n'ai plus le droit d'être candidat à aucune élection. Mais, il y a toujours un mais, mon engagement, c'est pas, comme vous dites, un coup de communication simplement pour être candidat et puis après, si j'ai plus le droit d'être candidat, j'arrête. Non, c'est un engagement politique sur la durée. Je me suis engagé auprès du peuple algérien à militer pendant 20 ans pour la démocratie.
Donc, en 2024, je vais utiliser toute mon énergie, toutes mes forces pour soutenir une ou un candidat du consensus à l'élection présidentielle afin qu'il y ait un véritable changement démocratique en Algérie. Donc, vous voyez, même si je suis en résidence surveillée, même si mon casier judiciaire est noir, même si la France me poursuit alors que je suis en résidence surveillée en Algérie, je ferai le maximum pour favoriser un ou une candidate à l'élection présidentielle pour enfin mettre en place un état de droit démocratique en Algérie et permettre enfin le développement économique et social de l'Algérie.